J'ai surpris mon frère au lit avec ma fiancée. Ma famille leur a pardonné et a essayé de nous réconcilier. Alors j'ai disparu, mais maintenant ils supplient après que le karma les ait frappés durement. Salut à tous. Ceci est un compte jetable, juste pour info. Je n'aurais jamais cru écrire ma vie sur Reddit, mais voilà. Avertissement, c'est long, et ouais, c'est bien tordu. J'ai 25 ans, homme, j'ai grandi dans le Colorado, dans ce qui ressemblait de l'extérieur à une famille de classe moyenne typique. Mais à l'intérieur, les dynamiques étaient autre chose. Mon frère Mike, 24 ans, était l'enfant doré de maman depuis toujours. Vous voyez ces gosses qui peuvent littéralement chier sur le tapis et leur mère trouvera un moyen de les féliciter pour leur créativité? C'était Mike. Pendant que je me cassais le dos à bosser dans la construction avec mon oncle pendant les étés, dès mes 16 ans d'ailleurs, Mike, lui, pouvait se concentrer sur son côté artistique, ce qui voulait surtout dire fumer de l'herbe au sous-sol et essayer de devenir youtubeur. Maman avait toujours des excuses parfaitement préparées, il se cherche, il est sensible, il a besoin de temps pour trouver sa voie. Pendant ce temps-là, si je rentrais crevé d'un chantier de 12 heures et que je n'aidais pas tout de suite à faire la vaisselle, je devenais paresseux et je devais apprendre la responsabilité. Ne vous méprenez pas, j'étais quand même un gamin de banlieue normale à bien des égards. J'ai joué au foot au lycée, atteint la finale d'État en terminale, passé mes week-ends à bricoler des voitures avec mon père dans le garage. C'était probablement le seul moment où j'échappais aux comparaisons constantes de maman entre moi et Mike. Ma sœur Emma, 22 ans, était l'intello, toujours le nez dans un livre. Elle était la préférée de papa, mais pas de la façon bizarre dont Mike l'était pour maman, c'était plutôt qu'il se comprenait mieux. Elle l'aidait avec ses mots croisés tandis que moi je bossais sur les voitures avec lui. Un bon équilibre, vous voyez? C'est à la fac que j'ai vraiment commencé à prendre de l'avance sur Mike, même si maman ne l'admettrait jamais. J'ai galéré pour décrocher mon diplôme d'ingénieur civil à Colorado State, travaillant sur les chantiers les week-ends pour éviter les prêts étudiants. Pendant ce temps, Mike a abandonné le community college après 2 semestres parce que le système était trop restrictif pour son esprit créatif, ou peu importe l'excuse que maman achetait cette semaine-là. Mais moi, je faisais mon chemin, j'avais des notes correctes, de bons amis, et j'ai même décroché un job solide dans une grande entreprise de construction commerciale juste après l'obtention de mon diplôme. Le salaire n'était pas incroyable au début, mais c'était de l'argent correct pour mon âge, surtout au Colorado. Et puis, je construisais de vrais bâtiments, pas coincé derrière un bureau toute la journée. C'est là que j'ai rencontré Rachel. Elle faisait son stage d'enseignement à l'école primaire à côté d'un de nos chantiers. Je la voyais souvent à la pause déjeuner, assise dehors avec ses élèves pendant la récré. Un jour, un ballon d'un gamin a roulé jusqu'au chantier, je l'ai ramené, on a discuté, et mec, j'ai vraiment cru qu'elle était différente, vous voyez? Elle étudiait pour devenir prof, adorait les enfants, venait d'une bonne famille, en gros tout ce que je pensais vouloir. Maman l'a adorée dès le premier jour, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme, avec le recul. Elle l'invitait toujours à dîner en famille. Même quand je bossais tard, Rachel et Mike passaient des heures à parler de films et de musique pendant que je me tuais à la tâche pour construire notre avenir. C'est tellement bien que toi et Mike vous entendiez si bien, disait maman, rayonnante comme si elle avait personnellement arrangé ça. Après 3 ans ensemble, j'ai fait ma demande en mariage en décembre dernier. J'avais tout prévu, je l'ai emmené dans un coin des montagnes où on avait eu notre premier vrai rendez-vous, je me suis agenouillé dans la neige, tout le cliché. Elle a dit oui, et je pensais vraiment avoir tout compris. On a même mis un acompte sur une jolie petite maison près de chez mes parents. Rachel parlait de vouloir au moins 3 enfants, disait qu'elle voulait les élever près de la famille. Ta mère va être une grand-mère incroyable, me disait-elle. Putain, les signes étaient là, non. Maintenant je vois tous les drapeaux rouges que j'ai ignorés. Comment elle trouvait toujours une excuse pour traîner chez mes parents quand je bossais le week-end. Comment elle et Mike avaient toutes ces blagues privées dont je ne faisais pas partie. Comment maman faisait parfois ces commentaires bizarres sur le fait qu'ils se comprenaient différemment, qu'ils étaient connectés d'une autre façon. Mais vous savez comment c'est. On ne veut jamais croire que les gens les plus proches de vous pourraient vous trahir comme ça. Je me souviens d'un dîner, un mois avant que tout parte en vrille. Rachel racontait une histoire sur son école, et Mike a fini sa phrase à la perfection. Ils ont éclaté de rire, comme si c'était naturel, pendant que maman les regardait avec un sourire étrange de satisfaction. Papa et Emma se sont échangés un regard à table, mais moi j'étais trop préoccupé par le boulot pour capter ce que ça voulait dire. Bordel, j'étais aveugle. Et c'est là que tout a basculé. C'était un mardi d'avril. Je m'en souviens parce qu'on devait couler les fondations d'un nouvel immeuble de bureau, mais le fournisseur avait foiré la livraison. Mon contremaître m'a dit de rentrer l'après-midi, vu qu'on ne pouvait rien faire avant le lendemain. Normalement, j'aurais rattrapé de la paperasse, mais je me suis dit, tiens, je vais surprendre Rachel pour déjeuner. Elle disait toujours que je travaillais trop. J'arrive vers 13h, et là, je vois la vieille Jeep pourrie de Mike garée dans notre allée. Cette bagnole de merde que mes parents lui avaient achetée pour ses 20 ans, même s'il avait déjà détruit 2 voitures avant. J'aurais dû me douter de quelque chose. Il était censé bosser à son job à temps partiel au magasin de musique, sa dernière lubie professionnelle que maman subventionnait. Mais je me suis dit qu'il était peut-être en pause déjeuner,
venu raconter à Rachel sa dernière idée de génie. La porte d'entrée était ouverte, j'entendais de la musique à l'étage. All of Me de John Legend. Notre chanson de fiançailles. Putain d'ironie, non? Il y avait des fringues éparpillées dans l'escalier. Son vieux t-shirt de groupe, son pull de prof. Vous connaissez ces moments dans les films où tout devient silencieux et où le temps ralentit? C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis resté planté là, à fixer ce pull, celui que je lui avais offert à Noël, posé sur les marches comme un putain de néon indiquant ce qui se passait dans notre chambre. Je vais pas vous décrire ce que j'ai vu en ouvrant la porte. Vous pouvez deviner. Mais le pire, c'est qu'ils ne m'ont même pas vu au début. Ils continuaient, comme dans leur petit monde à eux. Quand ils m'ont enfin remarqué, Mike a eu les couilles de dire « Oh, merde, bro ». Comme s'il venait de renverser une bière sur mon canapé. Rachel s'est mise à pleurer direct, tirant les draps sur elle, répétant « Oh mon Dieu » en boucle comme un disque rayé. Mike me regardait avec un drôle de mélange de culpabilité et de soulagement, comme s'il était presque content que ce soit enfin découvert. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé, même si Dieu sait que j'en avais envie. Je suis juste redescendu, je me suis assis dans mon pick-up pendant 1 heure. Ils sont sortis à la fin. Mike a filé en courant vers sa Jeep. Rachel se tenait sur notre perron, en peignoir, le mascara coulant sur son visage. J'ai attendu que Mike parte, puis je suis rentré. Depuis combien de temps? C'est tout ce que j'ai demandé. Elle a d'abord essayé d'esquiver la question, en parlant de comment les choses étaient juste arrivées, qu'elle n'avait jamais voulu me blesser, mais je continuais, depuis combien de temps? Finalement, elle a craqué. 2 ans. 2 putains d'années. Depuis juste après que j'ai commencé à faire des gardes le week-end pour économiser pour sa bague, tous ces samedis où je bossais en heures sup, pensant construire notre avenir, elle était avec lui. Chaque fois qu'elle disait devoir corriger des copies ou préparer des cours, elle était avec lui. Quand elle allait chez mes parents pour aider maman au jardin, ouais, devine quoi. Le pire, c'est qu'elle a vraiment essayé de se justifier. Assise sur notre canapé, celui pour lequel j'avais dépensé 3 p parce qu'elle disait qu'il serait parfait pour notre future famille, elle m'a dit comment elle avait développé des sentiments pour Mike au fil du temps. Qu'ils avaient cette connexion profonde à travers la musique et l'art que nous n'avions jamais eu, elle et moi. Qu'elle m'aimait encore, mais qu'elle était amoureuse de lui. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à la fin de la journée pour prendre ses affaires et dégager. Elle s'est remise à pleurer, disant qu'elle avait besoin de plus de temps, qu'on devait en parler. Je suis juste sorti, j'ai conduit jusqu'à Home Depot et acheté de nouvelles serrures. Quand je suis revenu, elle était partie, mais elle avait laissé une note. Je l'ai encore quelque part. 5 pages de conneries manuscrites sur à quel point elle était désolée, qu'elle n'avait jamais prévu que ça arrive, que Mike la faisait se sentir comprise d'une façon que moi je ne faisais pas. J'ai appelé mon patron, je lui ai dit que j'avais besoin de quelques jours de congé, et j'ai passé les 48 heures suivantes à changer tous mes mots de passe, comptes bancaires, réseaux sociaux, tout. J'ai bloqué leurs 2 numéros. La seule raison pour laquelle je sais ce qui s'est passé après, c'est qu'Emma me l'a raconté plus tard. Apparemment, Rachel est allée directement chez mes parents, a trouvé maman dans le jardin, évidemment, et a éclaté en sanglots, confessant tout. Et qu'est-ce que ma mère a fait? Elle l'a prise dans ses bras, lui a dit que tout arrive pour une raison et que c'était peut-être mieux comme ça, et elle l'a même invité à rester dîner. Ma mère a préparé le dîner de ma fiancée le jour même où je l'avais surprise en train de me tromper avec mon frère. Mike est arrivé aussi, probablement après que Rachel l'ait appelé. Il avait tout un discours prêt sur comment il n'avait pas choisi ça. Que l'amour arrive simplement. Qu'il voulait me le dire mais ne savait pas comment. Maman hochait la tête comme si c'était un putain de téléfilm Hallmark sur des amants maudits. Papa fixait juste son assiette pendant qu'Emma quittait la pièce furieuse. Rachel a d'abord emménagé chez ses parents, mais en 1 semaine, elle passait toutes ses nuits chez mes parents, dans mon ancienne chambre, avec mon frère. Et maman trouvait ça normal, semblait même contente. Plus tard, j'ai découvert qu'elle les encourageait, disant à Mike que Rachel était plus son style et disant à Rachel à quel point ils étaient semblables. Les jours suivants sont un peu flous. Je me souviens qu'Emma est venue avec une pizza, qu'elle est restée avec moi pendant que j'alternais entre la rage et le vide total. Elle m'a dit que maman parlait déjà du moment où les choses se calmeraient et de comment on rirait tous de ça un jour. Ouais, c'est ça. Ce week-end-là, j'ai reçu un mail de Rachel me demandant de discuter du partage de nos affaires communes. Je lui ai dit de prendre tout ce qu'elle voulait. Je ne voulais rien qui me rappelle son existence de toute façon. Elle a pris la plupart des meubles, y compris ce putain de canapé, me laissant avec un appartement vide et une bague de fiançailles que je paie encore. Après le départ de Rachel et la découverte initiale, c'est là que le vrai cauchemar a commencé. Maman a entamé, je ne sais pas comment appeler ça, une campagne pour normaliser tout ça. Elle glissait des phrases du style à quel point la connexion entre Mike et Rachel était naturelle, qu'elle avait toujours vu quelque chose de spécial entre eux. Elle commençait à ressortir tous ses souvenirs d'eux ensemble, réécrivant l'histoire pour faire passer leur trahison pour une belle histoire d'amour prédestinée. Vous vous souvenez du festival de musique où ils sont allés ensemble il y a 2 ans? Celui où maman m'avait convaincu de ne pas aller pour que je me concentre sur ma carrière? Ouais. C'est là qu'ils ont couché ensemble pour la première fois. Maman savait. Elle savait putain.
Elle les encourageait à passer du temps ensemble parce que Rachel faisait ressortir un meilleur côté de Mike. Pendant ce temps, moi je bossais 60 heures par semaine pour économiser pour une maison, un mariage, pour l'avenir que je croyais construire. Le pire, maman a commencé à suggérer que tout ça était peut-être de ma faute. Tu étais toujours tellement concentré sur le travail, disait-elle, où Rachel avait besoin de quelqu'un qui comprenne son côté créatif. Comme si mon crime était de travailler dur pour construire une vie au lieu de rester dans le sous-sol à fumer de l'herbe et à me trouver comme Mike. Puis un poste de superviseur s'est ouvert dans notre succursale du Texas. Le salaire était meilleur, vraiment meilleur, et honnêtement, j'avais besoin d'un plan d'évasion. Le jour où j'ai appris ça, je venais juste de découvrir que maman avait aidé Rachel à déménager certaines de ses affaires dans la chambre de Mike. Mon ancienne chambre, celle où j'avais passé d'innombrables nuits à étudier pendant que Mike faisait la fête. La chambre où j'avais planifié tout mon avenir avec Rachel. Et maintenant, ils y dormaient ensemble, avec la bénédiction de maman. Je n'ai d'abord parlé à personne de l'offre d'emploi. Je la gardais pour moi pendant que je regardais ma famille se plier en quatre pour accommoder ceux qui m'avaient trahi. Emma était la seule à voir à quel point c'était tordu, mais même elle commençait à flancher sous la pression de maman. Peut-être qu'on devrait essayer de comprendre leur côté, m'a-t-elle dit un jour, sans me regarder dans les yeux. C'est là que j'ai su que je devais partir. Mais avant que je puisse dire à qui que ce soit que je déménageais, Thanksgiving est arrivé. Et oh putain, qu'est-ce qu'il est arrivé? Je suis entré chez mes parents, et ils étaient là, Mike et Rachel assis à la table de la cuisine comme si de rien n'était. Rachel portait ce pull que je lui avais offert à Noël dernier, l'air bien au chaud et à sa place. Mike avait son bras sur le dossier de sa chaise et maman les regardait comme si c'était des putains de têtes couronnées. Dès que je suis entré, tout le monde s'est tu. Vous savez ce silence tellement épais qu'on pourrait le couper au couteau? Ouais. Celui-là. Puis maman a commencé un discours visiblement préparé sur la guérison en famille et l'apprentissage du pardon. Papa hochait la tête comme un bibelot de tableau de bord et Emma. Mon Dieu, Emma. Elle était assise à côté d'eux, vraiment assise avec eux, me regardant avec des yeux coupables. C'est là que maman a lâché la bombe. Elle avait invité les parents de Rachel aussi. Elle voulait réunir les familles puisque Mike et Rachel devenaient sérieux. Devenaient sérieux. Comme s'ils n'avaient pas baisé dans mon dos pendant 2 ans. Comme s'ils n'avaient pas détruit tous mes projets d'avenir. En les voyant là, assis à la table de mes parents comme s'ils étaient chez eux, j'ai craqué. Vous savez ce moment où tout devient d'une clarté cristalline? Comme quand on est saoulé qu'on redevient d'un coup sobre? C'est ce qui s'est passé. Je suis parti sans dire un mot. Maman m'appelait. Un truc à propos de famille, de guérison et tout autre baratin qu'elle avait préparé. Mais je continuais à marcher, je suis monté dans mon pick-up et je suis allé chez McDonald's. Manger un Big Mac à Thanksgiving? Ça sonne déprimant, non? Mais honnêtement, ce repas triste dans mon pick-up valait mieux que de regarder ma famille faire semblant que tout était normal pendant qu'ils passaient la sauce aux gens qui avaient détruit ma vie. Assis là, entouré des seules autres personnes assez tristes pour être chez McDo à Thanksgiving, j'ai commencé à faire une liste sur mon téléphone. Tout ce que je devais faire pour disparaître, pas comme une protection de témoin, mais disparaître de toute cette situation. Le job au Texas était déjà prêt. Mon patron me suppliait presque de l'accepter. L'entreprise était en pleine expansion là-bas, et ils avaient besoin de quelqu'un avec de l'expérience dans la gestion de grands projets. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller à la banque le lendemain matin, d'ouvrir un nouveau compte dans une banque complètement différente et d'y transférer chaque centime de mes comptes conjoints. Heureusement, Rachel et moi n'avions jamais vraiment tout fusionné. La guichetière m'a lancé un regard entendu quand j'ai fermé les comptes. Il se trouve que son ex avait vidé leur compte joint en partant, alors elle était particulièrement attentive à ce que tout soit bien documenté. Ensuite, le téléphone. Saviez-vous que si vous êtes sur un forfait familial, le titulaire principal du compte peut voir chaque numéro que vous appelez ou envoyez par SMS? Oui. Maman utilisait ça pour me surveiller depuis des années. Je suis allé chez un autre opérateur, j'ai pris un nouveau numéro, un nouveau téléphone, tout. Le gars du magasin m'a aidé à transférer toutes mes données importantes sans les relier à mes anciens comptes. Les réseaux sociaux sont venus ensuite. Mais avant de tout supprimer, j'ai téléchargé toutes mes photos et mes messages importants. Puis j'ai commencé à bloquer des gens. Mike, Rachel, maman, papa, leurs amis, leur famille, tous ceux qui avaient choisi leur camp. J'ai laissé Emma non bloquer mais retirer de mes contacts. Elle était encore indécise, et je ne pouvais pas gérer ça non plus. J'ai changé mon adresse mail, créé de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux sous un autre nom pour le travail. L'appartement était plus compliqué. Il me restait encore 4 mois de bail, mais mon propriétaire a été étonnamment cool avec ça. Il s'avère qu'il avait vécu quelque chose de similaire avec son frère il y a des années. Il m'a laissé rompre le bail avec seulement 1 mois de pénalité. J'ai commencé à faire mes cartons ce soir-là, j'ai jeté tout ce que Rachel et moi avions acheté ensemble. Ce canapé qu'elle avait laissé, je l'ai mis gratuitement sur Craigslist. Des étudiants sont venus le chercher en 1 heure. J'étais censé commencer le travail au Texas en janvier, mais j'ai appelé mon patron et lui ai dit que je devais commencer plus tôt, en inventant un prétexte sur le fait de vouloir m'installer avant les fêtes. Il était ravi, a dit qu'ils avaient besoin d'aide de toute façon,
J'ai trouvé un appartement à Houston par un collègue, signé le bail électroniquement et payé la caution le jour même. La semaine suivante a été un tourbillon d'emballage et d'organisation. Je n'ai dit à 2 personnes seulement ce que je faisais, mon meilleur ami du chantier et mon ancien contremaître. Ils m'ont aidé à charger le U-Haul sans poser de questions. Mon contremaître m'a même prévenu que maman appelait le bureau pour me chercher. L'ironie du truc? Pendant que je faisais mes cartons, maman essayait d'organiser cette grande réunion familiale pour arranger les choses. Elle me laissait des messages vocaux sur le fait qu'on devait se guérir ensemble et que fuir les problèmes ne les résolvait pas. C'est riche, venant de la femme qui fuyait la réalité depuis des années, en prétendant que son fils chéri ne faisait jamais rien de mal. Le jour où je suis parti, le 15 décembre, il faisait un froid de canard. Givre sur les vitres, souffle gelé. C'était approprié d'une certaine façon. Je me suis levé à 4 heures du matin, j'ai chargé les dernières boîtes et j'ai pris la route avant le lever du soleil. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai dit au revoir à personne. J'ai juste pris mon camion avec la remorque U-Haul accrochée derrière et j'ai commencé à rouler vers le sud. Maman a dû remarquer quelque chose assez vite parce que quand j'ai atteint le Kansas, mon téléphone explosait de messages de parents lointains. Apparemment, elle était allée à mon appartement et l'avait trouvé vide, avait commencé à appeler tout le monde en pleurant que j'avais abandonné la famille et qu'elle était morte d'inquiétude. J'ai juste continué à rouler. Quelque part en Oklahoma, j'ai reçu une demande d'amis sur Instagram d'un compte que je ne connaissais pas. C'était maman qui essayait d'être discrète. Son message était un chef-d'œuvre. Pourquoi déménager sans nous le dire? Nous sommes ta famille. Tu nous manques et on a besoin de toi pour les fêtes. On peut surmonter ça ensemble. J'ai répondu avec le message le plus satisfaisant que j'ai jamais écrit, il ne te reste qu'un fils. Je ne fais plus partie de cette famille. Puis je l'ai bloqué sur ce nouveau compte et j'ai continué à rouler. Je suis arrivé au Texas ce soir-là, je me suis enregistré à l'hôtel parce que j'étais trop fatigué pour gérer l'appartement. Allongé dans cette chambre d'hôtel générique, je regardais le plafond. Et vous savez quoi? Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'une traite. Pas de cauchemar, pas de réveil en colère, juste la paix. J'ai appris plus tard que maman avait fait une crise complète en lisant mon message. Elle avait commencé à appeler tout le monde dans la famille, en pleurant que son bébé faisait des choix irréfléchis et qu'elle avait échoué comme mère. Oui. Sans blague, maman. Mais pas de la manière dont tu crois. Me voilà donc au Texas, en train de vraiment construire une vie décente pour moi-même. J'ai été promu chef de projet en 3 mois. Il s'avère que quand on n'a plus à gérer un drame familial constant, on peut vraiment se concentrer sur son travail. Je me suis acheté un nouveau F150, j'ai commencé à m'entraîner au MMA dans une salle locale et je dormais enfin sans me réveiller en ayant envie de taper dans les murs. Et puis c'est arrivé. C'était un mercredi de janvier quand j'ai reçu l'appel. J'étais sur le chantier, en train de revoir des plans avec mon contremaître quand mon téléphone a vibré. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais il avait un indicatif du Colorado. J'ai failli ne pas répondre. J'aurais presque préféré ne pas répondre. C'était ma tante Suzanne, la sœur de maman, la seule raisonnable de la famille. Elle pleurait, ce qui m'a immédiatement alerté parce que tante Suzanne ne pleure jamais. Elle m'a dit que maman avait été diagnostiquée avec un cancer du sein au stade 4. Terminal. 3 mois à vivre, peut-être moins. Elle a dit que maman me demandait, voulait faire la paix avant, vous voyez. Je suis resté assis dans mon camion pendant 1 heure après cet appel, à fixer le vide. J'ai appelé mon patron, dit que j'avais besoin de quelques jours, réservé un vol pour le Colorado le lendemain matin, j'ai même mis un foutu costume dans ma valise parce que je pensais, vous savez à quoi je pensais? Pendant tout le vol, je pensais à maman. Oui. Elle avait foutu en l'air avec toute l'histoire de Mike et Rachel, mais ça restait ma mère. J'ai commencé à me rappeler tous les bons moments. Elle venait à mes matchs de foot, préparait mes plats préférés quand j'étais malade, m'apprenait à conduire dans cette vieille Subaru. À l'atterrissage, je m'étais convaincu que c'était peut-être un signe. Peut-être qu'on pouvait arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Tante Suzanne est venue me chercher à l'aéroport. J'aurais dû remarquer quelque chose quand elle ne me regardait pas dans les yeux, elle m'a dit que maman était à la maison et voulait me voir tout de suite. Je suis entré dans cette maison, celle où j'avais grandi, où je n'avais pas mis les pieds depuis Thanksgiving. Et ils étaient tous là. Maman, papa, Mike, Rachel, Emma, même les parents de Rachel. Pas de lit médicalisé, pas de matériel médical, maman en pleine forme dans son pull de jardinage préféré. Le silence était assourdissant. Maman a commencé à pleurer, ses fausses larmes, celles qu'elle fait en veillant à ce que tout le monde les voie, disant qu'elle avait dû faire quelque chose pour me faire revenir, qu'elle ne pouvait pas supporter d'avoir sa famille déchirée. Mike et Rachel se tenaient la main, l'air coupable mais aussi satisfait, comme s'ils pensaient que ça allait arranger les choses. Vous savez ce moment dans les films où le héros craque? Cette fureur parfaitement calme où tout devient cristallin? Oui. C'est arrivé. J'ai regardé ma mère, vraiment regardé, et je l'ai vue telle qu'elle était. Cette femme manipulatrice et toxique qui avait passé toute ma vie à protéger un fils tout en détruisant l'autre. Tu as fait semblant d'avoir un cancer. Je l'ai dit si doucement qu'ils ont dû se pencher pour m'entendre. Tu as fait semblant d'avoir un cancer terminal pour me manipuler et me faire revenir. Maman a essayé de le justifier.
Elle a commencé à parler de comment des temps désespérés appellent des mesures désespérées, et comment une mère fera tout pour garder sa famille unie. Rachel hocha même la tête, comme si c'était un comportement raisonnable. Mike, lui, fixait le sol, probablement en train de réfléchir à comment transformer ça en matière pour sa poésie merdique. Papa finit par parler, essayant de jouer le pacificateur comme toujours. « Fiston, ta mère veut juste arranger les choses. Nous te manquons tous. Mike et Rachel sont maintenant fiancés, et ils veulent qu'on retrouve une vie de famille. » C'est là que j'ai perdu mon calme. Pas violemment. J'étais au-delà de ça. J'ai juste commencé à rire. Impossible de m'arrêter. Voilà ma famille, qui m'avait trahi de toutes les façons possibles, qui avait menti sur un putain de cancer, assise là à s'attendre à ce que je me conforme à leur délire. Je les ai regardés un par un. Vous savez ce qui est drôle? Je me suis même senti coupable. Dans l'avion, je pensais à tous les bons souvenirs, me demandant si je n'avais pas été trop dur. Mais ça, je faisais un geste autour de moi, c'est en fait un cadeau parce que maintenant je sais avec certitude que j'ai pris la bonne décision en vous coupant tous de ma vie. Maman a commencé à hurler, ses vraies larmes cette fois, le genre moche qu'elle cache d'habitude pour ne pas ruiner son maquillage. Mike s'est levé, probablement pour tenter un truc fraternel, mais j'ai juste levé la main. La seule raison pour laquelle je suis revenu, c'était parce que je pensais que ma mère allait mourir. Félicitations, maman. Tu viens de tuer toute chance d'avoir une relation avec moi à nouveau. Je me suis retourné et je suis parti. Je pouvais entendre leurs appels derrière moi. Les cris de maman devenaient de plus en plus hystériques. Rachel a même essayé de me suivre, disant quelque chose sur le fait de comprendre ma douleur. J'ai juste continué à marcher. Tante Suzanne m'attendait dans sa voiture, en larmes cette fois. Il s'avère que maman l'avait manipulée aussi. Lui avait dit que j'étais suicidaire et qu'il fallait une intervention. Elle a dit que l'histoire du cancer était la seule façon de me ramener à la maison. Classique maman. Utiliser les émotions de tout le monde contre eux. J'ai pris un Uber pour l'aéroport. J'ai attrapé le vol suivant pour retourner au Texas. J'ai bloqué tous les numéros du Colorado sur mon téléphone sauf celui de tante Suzanne. Elle avait mérité de rester en contact après avoir dénoncé la manipulation de maman. Après le coup du cancer, je me suis jeté dans le travail et la construction de ma nouvelle vie au Texas. J'ai commencé à sortir avec Sarah, cette fille géniale que j'ai rencontrée dans ma salle de MMA. Elle était différente de Rachel à tous points de vue, indépendante, directe, zéro intérêt pour les jeux de famille. Elle avait entendu des bribes de mon histoire à travers des amis communs, mais n'a jamais insisté pour que je parle. Elle m'acceptait telle que j'étais, avec tout mon passé. Les choses avec Sarah allaient très bien. Elle était infirmière spécialisée en traumatologie, travaillait des horaires fous comme moi, comprenait la valeur du travail acharné d'une manière que Rachel n'avait jamais faite. Nous étions ensemble depuis presque un an quand Noël est arrivé. Sa famille m'a invité à passer les fêtes avec eux à Dallas. Une famille normale. De bonnes personnes. Son père était un pompier à la retraite qui voulait vraiment entendre parler de mon projet de construction. Sa mère n'arrêtait pas d'essayer de me donner plus de jambon et refusait de prendre un non pour réponse. Ça faisait du bien, c'était réel. La veille de Noël était parfaite. La mère de Sarah a préparé des fettuccines Alfredo incroyables, leur tradition familiale. Nous avons échangé des cadeaux, regardé de vieux films de Noël. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais peut-être avoir à nouveau ce genre de vie familiale normale. J'aurais dû me méfier. Le matin de Noël a très bien commencé aussi. Plus de nourriture, plus de cadeaux, plus de cette chaleur familiale qui me manquait. Puis la mère de Sarah a mentionné qu'ils attendaient des amis de la famille pour le dîner. Je n'y ai pas prêté attention au début, j'ai même aidé à installer des chaises supplémentaires dans la salle à manger. La sonnette a sonné vers 16 heures. La mère de Sarah est allée ouvrir, et je les ai entendus avant de les voir. La voix de ma mère, essayant de paraître douce et concernée comme elle le faisait toujours devant un public. Tout mon corps est devenu froid. Je me suis retourné et les ai vus, maman, papa, Emma, Mike et Rachel, debout dans l'encadrement de la porte comme une carte de Noël complètement tordue. C'est là que j'ai vu le visage de Sarah. Pas surprise, juste coupable. Elle savait. Elle avait aidé à planifier tout ça. Il s'avère qu'elle parlait à ma mère depuis des mois, coordonnant cette intervention parce qu'elle pensait aider. Ma mère lui avait raconté qu'ils s'inquiétaient tous pour moi, que je fuyais mes problèmes, que j'avais besoin du soutien de ma famille pour guérir correctement. Maman a commencé sa routine habituelle, ce qu'ils ont fait était mal, mais tes actions ne sont pas acceptables non plus. Comme si mon départ de la ville équivalait à ce que mon frère couche avec ma fiancée pendant 2 ans. Papa a enchaîné en disant que ça suffisait et que Mike avait assez souffert pour ses erreurs. Souffert? Il a eu la fille, gardé la famille, et c'est moi qui devais passer à autre chose. Rachel tenait la main de Mike, portant cette nouvelle bague de fiançailles chic. Je suis presque sûr qu'elle avait été achetée avec l'argent de la vente de mon ancienne maison. Celle dans laquelle maman les avait convaincus d'investir en couple après mon départ. Elle a essayé de parler, probablement pour partager un profond aperçu sur l'amour et ses mystères ou n'importe quel autre bullshit qu'ils avaient répété. Je l'ai interrompu, regardé droit Sarah et dit, trouvez votre propre chemin pour rentrer. Je récupérerai mes affaires plus tard. Simple, calme, définitif.
Tout le monde a commencé à parler en même temps. Sarah pleurait, maman faisait son petit allaitement théâtral, Mike essayait de jouer les pacificateurs comme si cela lui donnait le droit. En partant, maman m'a attrapé le bras, a commencé à parler de l'importance de leur nom de famille, comment elle m'avait élevé mieux que ça. C'est là que je lui ai dit que j'avais changé de nom de famille il y a des mois. On aurait dit que je lui avais avoué un meurtre. Elle s'est effondrée dans une chaise, hurlant à propos de l'héritage familial et de la tradition. Le trajet de retour à Houston a été long et silencieux. J'ai eu amplement le temps de réfléchir à quel point j'avais été stupide. Faire à nouveau confiance à quelqu'un. Sarah a appelé environ 50 fois cette nuit-là. Elle a laissé des messages vocaux disant qu'elle essayait juste d'aider. Comment elle pensait que réunir tout le monde allait arranger les choses. Classique victime de manipulation. Ma mère l'avait joué comme elle avait joué tout le monde. Je suis rentré à mon appartement vers 3 heures du matin. J'ai regardé le sapin de Noël que Sarah et moi avions décoré, tous les cadeaux encore emballés en dessous. J'ai pris chaque cadeau qu'elle m'avait offert durant l'année et les ai mis dans une boîte. J'ai ajouté la clé de secours qu'elle avait laissée, la brosse à dents de ma salle de bain, tout. Je les ai déposés chez elle le lendemain matin avant son retour de Dallas. Le pire, j'ai appris plus tard que toute cette intervention de Noël était en préparation depuis des mois. Sarah rapportait à ma mère tout ce que je faisais, où je travaillais, avec qui je traînais, si je sortais avec quelqu'un. Elle les avait même aidés à trouver ma nouvelle adresse, que j'avais gardée privée précisément pour éviter ce genre de merde. Maman avait parfaitement manipulé Sarah, lui montrant de vieilles photos de famille, racontant des histoires sur notre proximité passée, peignant le tableau d'une mère inquiète essayant d'aider son fils troublé. Et Sarah, voulant être celle qui arrangera tout, est tombée dans le piège complètement. Puis, environ un an plus tard, mon entreprise a remporté ce énorme contrat pour démolir et reconstruire une série de propriétés saisies au Colorado. Devinez quelle maison était sur cette liste? Oui, la maison de mes parents. Celle que ma mère avait hypothéquée pour payer le mariage de rêve de Mike et Rachel. La même maison où elle organisait tous ses dîners de famille, où elle orchestrait ses petites manipulations, où elle avait accueilli mon frère et mon ex dans mon ancienne chambre. J'ai personnellement proposé de superviser cette démolition, j'y suis allé un mardi matin. J'ai regardé chaque brique tomber. Maman est arrivée en plein milieu, probablement prévenue par un voisin. Elle avait l'air vieille. Pas juste plus âgée, mais épuisée. J'ai appris plus tard qu'elle travaille comme hôtesse d'accueil chez Walmart. Le premier vrai boulot qu'elle a depuis 30 ans. Le karma a de l'humour, je suppose. Mais ce n'est que le début. Par Emma, qui a enfin eu du courage et m'a contacté pour s'excuser, j'ai eu la mise à jour complète sur l'effondrement spectaculaire de tout le monde. Le mariage parfait de Mike et Rachel? Parti en fumée en 6 mois. Il s'avère que Rachel a un type. Elle aime tromper. Mike l'a surprise avec son meilleur ami, le même qui était son témoin de mariage. Mais voilà le vrai coup de massue, elle est enceinte de lui. La même Rachel qui ne pouvait pas avoir d'enfant porte maintenant l'enfant de l'ex-meilleur ami de Mike. Mike ne l'a pas bien pris. Il a commencé à boire, a perdu son emploi au magasin de musique après s'être présenté ivre une fois de trop. Il vit dans le sous-sol de chez maman maintenant, dans leur appartement miteux en location, à écrire des chansons torturées sur la trahison. L'ironie lui échappe complètement. Maman et papa se sont enfin séparés. Il s'avère que maman mentait sur leurs finances depuis des années, prenant des cartes de crédit au nom de papa pour financer les projets de Mike et le mariage. Papa l'a découvert quand ils ont essayé de refinancer la maison et que la banque les a ridiculisés. Il vit chez ma tante maintenant, a enfin commencé une thérapie et m'a même appelé pour s'excuser. Il a dit qu'il aurait dû s'opposer à maman depuis longtemps. La carrière d'enseignante de Rachel? Terminée. Le bruit a couru sur son passé à coucher avec des proches d'élèves. Oui, il s'avère que Mike n'était pas le premier. Plus aucun district scolaire ne veut d'elle. Elle travaille dans un centre d'appel, vit avec son nouveau père de bébé dans un immeuble délabré. Ses parents, qui étaient si compréhensifs sur le fait qu'elle suivait son cœur avec Mike, ne lui adressent même plus la parole. Quant à moi, la vie est plutôt belle. J'ai rencontré cette femme incroyable nommée Molly à l'épicerie il y a environ 1 an. Elle n'a rien à voir avec Rachel ou Sarah. Elle est directe, honnête et a vraiment une boussole morale. Nous avons emménagé ensemble il y a 6 mois, et elle est enceinte de notre premier enfant. Quand elle l'a appris, elle a clairement dit qu'elle ne voulait aucun contact avec ma famille, a même bloqué tout le monde sur les réseaux sociaux avant que je ne le lui demande. Maman a fini par apprendre pour le bébé, les ragots de petite ville ne meurent jamais, et m'a envoyé une boîte de mes vieilles affaires de bébé avec une longue lettre sur l'héritage familial et les secondes chances. Les affaires de bébé étaient à moi, alors je les ai gardées. Mais la lettre est partie directement à la poubelle. Elle a même créé de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux pour me joindre, postant à quel point elle regrette son premier-né et qu'un enfant a besoin de sa grand-mère. J'ai bloqué chaque compte. Emma se marie le mois prochain. Elle et papa veulent se réconcilier. Pas de maman ni de Mike impliqués. Ils disent qu'ils sont tous les deux en thérapie, qu'ils travaillent sur leurs responsabilités et tout ce qui s'est passé. Emma a admis qu'elle était trop faible pour s'opposer à maman à l'époque, et papa a reconnu que sa passivité avait tout permis. Molly me dit que c'est peut-être le moment de songer à les laisser revenir, mais elle ne me force pas. Elle a vu toutes les captures d'écran, lu tous les messages manipulateurs, connaît toute l'histoire,
dit qu'elle me soutiendra quoi que je décide, mais me rappelle aussi que les gens peuvent changer s'ils font le travail. Le mot-clé étant, si. Le truc, c'est que voir le karma rattraper tout le monde a été étonnamment vide. Je pensais ressentir de la satisfaction en les voyant tous souffrir, mais je ressens surtout du soulagement. Soulagé d'être parti. Soulagé d'avoir construit ma propre vie. Soulagé d'avoir brisé le cycle. Pour ceux qui demandent des nouvelles de papa et Emma, je n'ai toujours pas décidé si j'irai au mariage. Certaines blessures mettent plus de temps à guérir que d'autres.